Donc, bienvenue officiellement à notre première séance magistrale d'INF 5111. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'introduction à la science des données. Donc, le cours lui-même se veut un cours de science des données. Ça va être un mélange de programmation puis de gestion de données, particulièrement avec des bases de données, pour s'attaquer à des problèmes logistiques, des problèmes statistiques, des problèmes qui peuvent affecter n'importe quel emploi, n'importe quel business. Donc, le principe, c'est que la science des données, ou en anglais le data science, c'est un nouveau domaine. Okay? Donc, le terme a pas mal pris racine dans la dernière décennie, dans les 10 dernières années, parce qu'on avait du monde qui faisait de la programmation, on avait du monde qui travaillait sur des bases de données, puis on avait des applications, des grosses applications qui étaient capables de travailler avec les bases de données, mais là, on se rend compte qu'on a de plus en plus de données, okay? Puis on a besoin d'avoir des méthodologies, des méthode d'être capable d'accéder à ces données-là, d'être capable d'analyser ces données-là, d'être capable d'extirper des réponses de ces données-là de manière plus facile et conviviale, puis de manière généralisée aussi. Là. Parce que c'est vraiment tout le temps c'est des problèmes génériques qu'on veut aller résoudre avec ce paquet de données-là. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une explosion de données dans toutes les entreprises aujourd'hui. On a maintenant des fichiers Excel avec tous nos différents clients. On a une base de données avec tous nos achats. Il y a un post-it quelque part avec c'est quoi qu'on pense qui sont les prochains marchés. Puis le principe de la science des données, c'est d'être capable de mélanger, d'extirper, de tout travailler avec ces différentes sources de données-là pour être capable de répondre à des problématiques, pour être capable de répondre à des requêtes qui est digne du business intelligence. Okay? Donc, d'être capable d'extraire des solutions, d'extraire des informations qui aident une compagnie, qui aident dans le domaine de la gestion. Pour être capable de faire de la science des données, donc ça reste quand même un domaine d'informatique, donc il y a certaines théories derrière, ou en tout cas il y a certaines pratiques qui ont été établies pour être capable de bien régler ces problèmes-là. Donc, nous, ce qu'on va voir en premier aujourd'hui, c'est un peu qu'est-ce que ça implique, la science des données, parce que c'est un domaine très large qui demande beaucoup de différentes expertises. Fait que je veux premièrement un peu placer c'est quoi que ça implique quand on parle de la science des données. Donc, quand on veut régler un problème ou quand on veut attaquer une problématique avec la science des données, on va toujours parler du cycle de vie d'un projet ou d'un problème ou d'une analyse de science des données. Donc, le principe du cycle de vie, c'est d'être capable de dire je commence avec une problématique, puis je finis avec une solution. C'est quoi les différentes étapes qui vont être là-dedans? J'ai une question de M. Piskin. Bonjour, monsieur. En fait, Bonjour. c'était par rapport au site web. Oui. Est-ce que quand ça dit de edit sur le cours en tant que tel, est-ce que c'est comme c'est une genre de métapage, est-ce que ça change ce qu'on voit pour tout le monde ou c'est juste pour moi personnellement? Pour lequel tu parles, là? Pour celui-là? Pour les notes de cours, celui-là qu'on regarde ensemble. Ouais. Est-ce que je peux highlight dessus ou je dois faire un copy-paste sur un document Word pour OK, pouvoir. ici, tu parles de ça ici, là? Ouais, Le bouton. exactement, ouais. OK. Donc, ce bouton-là ici, en fait, c'est un bouton qui va aller faire une tentation de modification sur le vrai document derrière, là. Donc, toi, OK. tu ne pourras pas directement modifier celui-là en toute quiétude, là. Donc, c'est à toi, mettons, d'en faire une copie si tu veux la noter ou des choses comme ça de OK, ton je côté. comprends, merci. Parfait, merci. Excellent. Euh, Donc, on parlait du cycle de vie de la science des données. Donc, le principe du processus, puis des différentes étapes à travers la vie d'un projet de science des données. Donc, chacune de ces étapes-là demande une expertise un peu de plus en plus approfondie,
nous, on n'ira pas voir non plus chacune de ces problématiques-là. Donc là, je veux juste expliquer c'est quoi le processus pour comprendre c'est quoi le domaine. Puis après ça, on va identifier, nous, où c'est qu'on va aller travailler, puis qu'est-ce qu'on va apprendre à l'intérieur de ça. Donc, on commence, puis comme la pré-étape, ça va être d'avoir une problématique, ou d'avoir une hypothèse, ou d'avoir une question en tête à laquelle je veux répondre. Okay, un exemple typique, c'est, OK, ben j'ai une compagnie, puis la compagnie vend des produits, puis il y a des différentes catégories de produits, puis là, j'aimerais savoir, ben, c'est quoi la meilleure catégorie qui est le plus vendue? Puis là, la question, c'est, OK, ben par année, depuis le début de la compagnie, depuis quel produit, depuis que j'ai un nombre statique de produits, donc il y a des sous-questions qui vont avec ça, mais tu sais, un principe fondamental. Je sais que l'information est quelque part. Là. Je sais que j'ai toutes mes ventes. Je sais que tous mes produits sont catégorisés correctement. Là, il faut que je sois capable de comme bouger ces affaires-là pour être capable de répondre à cette question-là précise. Fait que quand on a des requis, quand on a une hypothèse, quand on a une problématique, on va commencer avec la première étape qui va être le minage de données ou le data mining en anglais. Le principe, ça va être de regrouper, rapatrier, trouver les différentes sources de données qui sont pertinentes pour le projet. Parce qu'une compagnie va avoir beaucoup de données, puis pour une hypothèse, pour une question spécifique, il va avoir, ce ne sera pas nécessairement toutes les données qui vont être pertinentes à utiliser. Si on reprend notre exemple de, OK, c'est quoi ma meilleure catégorie de produits? Ben, si, admettons, j'ai un journal de les employés, ils rentrent puis ils sortent à quelle heure à chaque jour, ça ne va pas m'aider à trouver c'est quoi la meilleure catégorie de produits. Là. Donc, peut-être que ce fichier-là, cette source de données-là, j'en ai pas besoin dans mon projet. Mais si quand je commence à me poser une autre question, OK, mettons que je m'appelle Elon Musk, totalement fictif, puis que j'ai déboursé beaucoup trop d'argent pour une compagnie qui en valait peut-être pas autant la chandelle, puis que j'ai besoin de faire des remaniements intenses logistiques de personnel, ben là, d'avoir le plus d'informations possible sur le rendement de mes employés, ce serait quelque chose que j'aurais besoin. Là, je m'en fous de mes produits, là, je m'en fous de mes ventes. Ben, peut-être que le vendeur associé à la vente aurait peut-être de l'importance, là. Mais on voit ici qu'à l'intérieur d'une compagnie, même si on a un paquet d'informations, ça ne veut pas dire que toutes ces informations-là vont devoir être utilisées en même temps. Donc, la première partie, ça va être de regrouper les données, puis aussi d'être capable souvent d'homogénéiser les données. Parce que ça va être des fois des fichiers Excel, des fois des bases de données, des fois des fichiers, des dossiers réels avec du texte à l'intérieur qu'il faut être capable de numériser, catégoriser, trouver les informations. Donc tout ça fait partie d'une première étape d'un minage de données. Après ça, on va avoir, puis des fois ça se fait en même temps que le minage, mais le filtrage des données ou le data cleaning. Donc c'est bien intéressant d'avoir un paquet de fichiers Excel avec plein d'informations, mais des fois, à l'intérieur de ces sources de données-là, il y a des données erronées, il y a des données incomplètes, ou il y a des données qui ont été rentrées, puis ils n'ont vraiment pas d'allure. Un exemple, OK, je suis en train de regarder mes différents clients, OK, pour une marque quelconque de skateboard. Puis là, je me demande, est-ce que ma clientèle grandit? Tu sais, ça fait 30 ans que j'existe. Est-ce que je suis encore hip avec les jeunes ou est-ce que, comme je devrais commencer à changer mon modèle d'affaires, c'est pour vivre la vie d'adulte qui sont mes clients, tu sais? Fait que là, je suis en train de regarder ma liste de clients, puis là, j'essaie de regarder leurs âges. Mais quelque part, mettons, j'ai un fichier Excel, quelqu'un a rentré 3-4 fois le même nombre dans la même cellule, puis il y a quelqu'un qui a 42 000 ans, tu sais. Ben, quand je vais essayer de commencer à trouver, mettons, c'est quoi la moyenne d'âge de mes clients, quand ça va me dire que la moyenne d'âge, c'est 1547, tu sais qu'il y a une erreur, là. Tu sais qu'il y a une problématique inhérente à ce que je suis en train de faire. Fait que le principe du data cleaning, c'est d'être capable de passer les données pour s'assurer que ce genre de situation-là n'arrive pas. Parce que le principe, c'est que si tu arrives à la fin de tout ton processus puis tu vois que ça n'a pas d'allure, ben là, non seulement il faut que tu trouves l'erreur, mais il faut que tu la fixes puis que tu refasses le processus au complet. Habituellement, on parle de temps de computation, on parle de moments de perdu, puis le temps, c'est de l'argent. Fait que le principe du data cleaning, c'est d'être capable de gérer ça en amont
avant qu'on commence à faire des manipulations, avant qu'on commence à avoir des problématiques possibles. Fait qu'une fois qu'on a toutes les données qu'on a besoin d'une manière homogène, une fois qu'on s'est assuré que les valeurs étaient valides, c'est là qu'on a la plus grosse phase de calcul, là, qui est la phase d'exploration ou d'exploitation de données, donc le data exploration ou exploitation, qui est le principe que je veux sortir des nouvelles informations avec des analyses. Okay? Donc là, on peut utiliser des méthodes statistiques, les moyennes, les écarts types, des choses comme ça, ou on peut aussi utiliser des techniques d'intelligence artificielle, comme l'apprentissage machine, pour être capable de créer des modèles d'apprentissage qui vont être capables de faire des prédictions. Donc c'est là qui va avoir différentes modalités de travail à faire pour être capable de trouver une solution ou des résultats ou une série de résultats possibles. Donc, ce n'est pas nécessairement un résultat, des fois c'est un nouveau document au complet avec un paquet de résultats à l'intérieur. Ça, c'est où c'est qu'on était dans les 5-6 premières années du data science. Dans les dernières 5-6 années, on a rajouté une dernière phase qui va prendre les résultats de notre exploration puis va être capable de les mettre d'une manière palpable pour être capable de visualiser les dites données. Parce que c'est bien le fun d'avoir un nouveau document, là, un nouveau fichier Excel avec 5000 lignes, 3000 colonnes, avec toutes les valeurs de toutes les différentes catégories de produits par année, par vendeur, par blablabla. Mais si j'ai juste ce document-là, je ne suis pas capable de prendre des décisions avec. Là. Hein? Donc, il faut être capable de visualiser les données où c'est qu'on va être capable d'avoir un résultat ou une expertise possible qu'on va pouvoir sortir de là. Donc, le principe d'avoir un graphique, d'avoir différentes manières de faire des graphiques, d'avoir des graphiques qui sont interactifs, d'être capable de faire des sélections dynamiques pour avoir juste les informations que j'ai besoin pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que je veux, c'est la dernière étape qui vient dans le cycle de vie de la science des données. Une fois qu'on a tous ces éléments-là de mis ensemble, on a une problématique initiale, on a ramassé les données, on a fait en sorte que les données étaient valides, on a sorti des nouvelles informations, on les visualise, puis avec cette visualisation-là, habituellement, on a la réponse, on est capable de trouver une réponse à notre hypothèse. J'ai une question d'Antoine. Tu es couramment sur mute. Allô? Mm-hmm. Je t'entends. Allô? Oui, je t'entends. Tu peux poser ta question. Allô? Je t'entends. Tu peux poser ta question encore. Ah, il s'est remuté. Au pire, tu peux toujours poser tes questions par chat. En attendant, je vais continuer. Oui, est-ce que oui, vous m'entendez? Tu peux y aller. OK. Donc, le cycle de vie que vous venez d'expliquer, est-ce que est-ce que c'est plus là, vous parlez plus au niveau technique ou bien au niveau opérationnel ou stratégique? Parce que je sais pas si allô? Oui, je t'entends encore. Ah, ça semble avoir. En tout cas, si tu entends mal, au pire, pose des questions dans le chat. Je vais pouvoir y répondre un petit peu plus tard. Puis, par contre, tu avais posé la question comme ça devient à quel niveau? Est-ce que c'est technique, opérationnel ou stratégique? Donc, ce cycle de vie-là, le faire, hein, c'est une implémentation technique, donc c'est du monde qui vont taper sur des ordinateurs pour être capable de faire ça, mais ça vient aider au niveau opérationnel. Donc, tu peux être capable, admettons, d'avoir des rapports à chaque jour, si tu as eu combien de ventes ou des choses comme ça. Puis, ça peut aussi être au niveau stratégique pour être capable de trouver c'est quoi le prochain vent vers une nouvelle catégorie de produits ou il faut que je mette ma recherche et développement dans quel sous-projet.
OK, c'est aussi des genres de questions qui peuvent être posées. Nous, particulièrement, on va aller pas tout regarder ça. Donc, il va y avoir beaucoup de choses que c'est des expertises très, très, très approfondies qui ne sont pas vraiment nécessaires pour comprendre la thématique générale de la science des données. Donc, nous, on va spécifiquement travailler avec la programmation puis des bases de données, donc la programmation en Python, puis des bases de données en SQL, puis ultimement aussi en NoSQL, pour être capable de faire l'ingestion puis le traitement de données. Donc, d'être capable de faire le data mining pour certains types de fichiers, pas dans toute sa spécificité. Là, on va juste voir le top de l'iceberg. Même principe pour l'exploration, le traitement de données, ça va être dans la partie d'exploration. On va être capable de travailler avec des bases de données pour faire ces différentes étapes-là. On va utiliser des programmes pour faire l'analyse. Puis ces programmes-là vont aussi nous donner des possibilités de visualisation pour être capable d'avoir des tableaux de bord, pour être capable d'avoir des graphiques de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme résultat. Un exemple, ici, si on veut voir qu'est-ce que ça peut donner quand on a quelque chose de professionnel, là, on a ici des exemples de sites qui ont été générés avec des problématiques, avec des algorithmes de science des données. Donc ici, si, admettons, je regarde cette information-là, je veux aller ici. Est-ce que j'ai... OK. Fait qu'ici, on a ici un exemple de genre le code, OK, qui génère qu'est-ce qu'on a ici. Là. OK, donc c'est le genre de choses que nous, on va faire à l'intérieur du cours. Là. OK, donc le principe, c'est qu'on a un fichier qui est capable d'avoir toutes les positions de toutes les radios, des tours de radio cellulaire. Donc, à partir de là, lui est capable de générer, mettons, une carte, puis là, on peut voir les différents éléments. Puis là, non seulement il y a de la visualisation de données de différentes manières, fait qu'on peut voir ici un décompte avec les différentes valeurs, mais il y a aussi un principe de dynamisme. Okay, donc, je peux juste sélectionner un élément. Donc, est-ce que vous saviez que les tours radio de type CDMA étaient seulement en Amérique du Nord? Hein? Ben, si vous ne le saviez pas, maintenant, vous venez de comprendre, hein, puis ça est au Japon. Si on check le LTE, lui, tu vois, le LTE, lui, c'est everywhere. OK? Donc, ce genre de connaissance-là hein, peut seulement être vu avec de la visualisation. Là. OK? Parce que ça aurait été très difficile d'avoir un méga fichier Excel avec tous les positionnements géographiques et faire comme ah ouais, le CDMA, je vois que c'est juste en Amérique du Nord. C'est la visualisation qui vient nous aider à l'intérieur de ça. On a aussi le principe d'avoir des données qui sont dynamiques. Donc ici, le principe, c'est qu'à toutes les 5 secondes, on va avoir des nouvelles données là, qui apparaissent dans le graphique. Donc moi, je n'ai rien fait. Là. Okay? Donc les nouvelles données apparaissent, puis me permettent de voir ici des intervalles, de voir des courbes qui sont générées automatiquement, d'avoir des statistiques à l'intérieur de ces éléments-là. Tout ça fait à partir d'une source de données qui fait juste sortir des données de manière continuelle. Hein? Mais là, on peut avoir des graphiques pour être capable d'interpréter les informations, pour être capable de prendre des décisions, pour être capable de mieux être informé sur qu'est-ce qui se passe. Donc, on n'ira pas jusqu'à avoir des éléments dynamiques ou des éléments avec, mettons, une visualisation de carte, mais on va avoir des informations qui vont nous permettre d'avoir différentes catégories, admettons, ou différentes sélections qui permettent d'analyser les données, d'avoir des
informations, puis de diviner des choses à travers ça. Donc ça, c'est le genre de choses qui devrait nous être accessible à la fin de la session. Parfait. Il existe différents rôles quand on travaille dans le monde de la science des données. Donc, initialement, il y avait le data scientist. Okay? Donc, le scientifique de la donnée, c'est lui qui faisait la majorité des étapes qui on a vu dans le cycle de vie. Plus on a avancé dans le domaine, plus chacune des étapes a des sous-étapes qui ont été rajoutées, des technicalités, des nouvelles manières de faire qui sont plus optimisées, mais qui demandent plus de temps. Fait qu'avec le temps, ces différentes étapes-là ont eu des rôles spécialisés, okay, pour être capable de travailler juste avec le minage de la donnée, juste avec l'analyse, juste avec le filtrage. Donc aujourd'hui, le mot data scientist est un peu trop généralisé. Là, c'est comme dire que tu es un médecin. C'est comme, OK, mais tu es un médecin de quoi? Là, la majorité du monde est rendu avec une spécialisation. Donc, il y en a une dizaine de titres, là, donc des choses comme Data Engineer, Data Analyst, Data Architect, qui n'ont pas de définition ultra formelle, mais qui se construit au fur et à mesure. Là. Mais des fois, entre deux compagnies, le Data Architect peut faire des choses un peu pas du tout pareilles, fait que c'est pas des choses qui sont super encore ancrées avec des rôles bien établis. Là. Fait qu'on veut juste dire, on a des data scientists qui font toutes les étapes. C'est ça, nous, qu'on aspire à être dans le cours des data scientists, qui est capable de faire la majorité des étapes de base. Donc, le data scientist, c'est lui qui va faire les étapes du cycle de vie, puis après ça, il y a des rôles spécialisés à l'intérieur de ça. Nous, particulièrement à l'intérieur du cours, une des sources de données qu'on va utiliser le plus, ça va être des bases de données. Donc, il existe un rôle qui se spécialise dans la gestion des bases de données. Donc, ça, c'est le rôle de l'administrateur des bases de données, ou en anglais, le DBA, le Database Administrator. Donc, ça, c'est un travail où tu fais juste travailler avec la base de données elle-même. Tu travailles pour que la base de données reste efficace. Tu travailles pour que la base de données soit conforme aux requis de ton entreprise. Tu travailles pour la modélisation de la problématique de l'entreprise, okay, de travailler sur le modèle des données. Donc, c'est toutes des choses que l'administrateur de données fait. L'administrateur de données est aussi capable de faire des analyses, est aussi capable de faire des recherches. Donc, le principe, c'est que juste avec la base de données, il y avait de l'exploration qui était possible. Le principe du data science, c'est d'être capable de prendre ça, puis de le sortir un peu, puis de l'agencer avec de la programmation, de l'agencer peut-être avec d'autres sources de données pour être capable d'avoir une analyse encore plus complète ou une analyse encore plus exhaustive. Donc, aujourd'hui, le Database Administrator va être capable de travailler avec les scientifiques de la donnée pour leur donner accès aux bases de données, pour être capable de travailler avec eux pour avoir des requêtes les plus efficaces possibles, des choses comme ça. On va aller définir c'est quoi une base de données dans quelques instants. On voit ici, c'est le prochain titre. Là. Donc, pour l'instant, c'est une place qui stocke des données. On va garder ça simple de même. On a une question d'Adèle. Ouais, cela veut dire, monsieur, que tout notre cours de cette session, ça va être seulement sur la section de Database Administrator, c'est ça? Non, en fait, nous, on Ça fait on va ces pas... deux-là. Ouais. Donc, on va autant être des scientifiques de la donnée que des administrateurs de bases de données. C'est les deux choses qu'on fait à l'intérieur de ce cours-ci. Ah, ok, d'accord, merci. J'ai une autre question de Sama. On va faire juste le côté ETL, c'est tout. Exactement. L'extraction des données. C'est côté Exactement. ETL. OK. Extraction des données et faire raffinage des données. Il y a même... En même temps. Check qui est même dans la liste des cours. Là. Non, non, parce que je suis en train de voir, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de voir différentes bases de données, l'extraction des bases de données, le raffinement de la base de données, et on peut, après l'exploitation de bases de données avec le Python. Exact. Il va aussi avoir une dernière... Visualisation. Il y a une partie de visualisation, puis aussi, on va aller travailler sur la conception
de modèles. Donc, la conception de base de données, ça va être aussi quelque chose qu'on va toucher qui ne fait pas partie du processus ETL, mais c'est en plus. Donc, est-ce que c'est un modèle? On parle de l'algorithme non, c'est ça. On parle de la forme de la base de données. Comment est-ce qu'on insère les données à l'intérieur? C'est quoi les différentes colonnes, les différents types de données? Donc, c'est quoi quand on parle de... Pense à une maison modèle, là, c'est quoi l'architecture qu'on veut avoir? Ah, d'accord. OK. C'est ça que je veux dire quand je veux dire modèle. D'accord. On va spécifier c'est quoi un modèle plus tard. Là, fait que, je vous en parle pour le monde qui suit pas en ce moment. Non, parce que pour moi, modèle, c'est un algorithme qu'on va utiliser. Est-ce que c'est truc supervisé, non supervisé, etc. Pour moi, c'est ça. Dans le monde de l'apprentissage, de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça. C'était ça pour moi le modèle. Effectivement, c'est utilisé dans deux contextes différents. Merci. J'ai une autre question d'Antoine. Oui, je pense que mon problème est résolu. Excellent. Donc, mais est-ce qu'au niveau de la base de données, on aura fait comme le schéma de la conception et le schéma de la base de données, ou bien il y a déjà une base de données disponible, pour pouvoir aller extraire ces données pour on va faire les deux. Donc, au début, on va seulement faire de l'exploitation d'une base de données déjà existante. Puis, dans la deuxième partie du cours, on va aller faire la conception, puis l'élaboration de l'architecture, l'élaboration du modèle ou du schéma de la base de données. OK, mais l'exploitation, ça va se faire aux manipulations des données avec des requêtes, tout ça? Exactement. Ah, OK. Donc, on a ensuite un dernier rôle qui existe. Celui-là, on n'y touchera pas vraiment. Donc, on va avoir un dernier cours là, à la fin de la session qui est un cours d'ouverture d'horizon, là, où c'est qu'on va voir comme si, admettons, j'aurais 4 autres semaines, qu'est-ce qu'on ferait, là. Mais le principe, c'est qu'aujourd'hui, avec la présence de l'intelligence artificielle, je veux comme rattacher ça parce que ça fait beaucoup partie de la science des données aujourd'hui, ou dans justement la partie d'exploration puis d'analyse, on avait des méthodes statistiques, mais il y a aussi des méthodes d'intelligence artificielle qui peuvent être utilisées pour faire de la prédiction, pour être capable de trouver d'autres manières de présenter l'information. Donc, il existe du monde qui se spécialise dans toute cette partie-là d'intelligence artificielle, particulièrement dans la science des données. C'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage machine, qui est beaucoup utilisé. Donc, il y a le Machine Learning Engineer, qui est beaucoup rapatrié dans ce domaine-là de la science des données, qui va travailler dans la partie d'exploration, dans la partie d'analyse, pour être capable de faire souvent, trouver des tendances ou faire des prédictions. Donc, le principe d'un apprentissage, c'est que moi, je te donne des choses qui ont déjà été faites, des éléments qui sont déjà établis, puis je suis capable après ça de te poser une question en disant « OK, ben ça, dans le futur, ça ressemblerait à quoi d'après ce que tu as appris? » Donc, c'est ça le principe d'apprentissage. Puis le principe d'apprentissage machine, c'est que c'est une machine qui l'a fait, pas un humain. Donc, on a tout ça. C'est pas quelque chose que nous, on va voir en détail, juste en survol dans un cours d'ouverture. Il n'y a pas de matière à évaluation par rapport à ça du tout, mais ça fait partie de la science des données. Passons à notre première grosse question de la journée. C'est quoi une base de données? Qu'est-ce que ça implique, le principe d'une base de données? Donc, si on veut être un petit peu pédant, là, le terme officiel de base de données, c'est le principe de sauvegarder des informations de manière semi-permanente. OK? Fait que le post-it que j'ai sur mon fridge qui me dit c'est quoi que j'ai besoin d'aller acheter à l'épicerie, on peut dire que c'est une base de données. OK? Elle n'est pas très utile, elle n'est pas versatile, OK? Elle n'est pas très conviviale, mais dans sa forme la plus je sors le Larousse et je regarde, là, c'est une base de données. Même principe, si, admettons, on regarde un fichier Excel, donc qui regroupe des informations de manière permanente dans un fichier, c'est aussi une base de données. Okay? Par contre, dans le vernaculaire populaire, quand on parle de base de données, on parle de quelque chose d'un petit peu plus complexe, d'un petit peu plus robuste,
Puis en fait, quand on dit le mot « j'ai une base de données » ou « je vais utiliser une base de données », habituellement, ce que ça l'implique, ce qui est implicite, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un système de gestion de base de données. Donc, une application qui va rouler quelque part, puis qui, elle, va être capable de prendre des informations, prendre des requêtes, les sauvegarder, faire en sorte que c'est redondant, faire en sorte que c'est garanti comme information, puis d'être capable d'avoir une manière d'interfacer pour avoir comme plein d'informations en même temps sans avoir de problématiques inhérentes. Donc, quand je vais dire le mot base de données, okay, on va utiliser la version populaire du terme, là, où c'est que je veux dire un système de gestion de base de données qui va avoir une application derrière, okay, c'est quelque chose qui fait plein de choses pour nous. Particulièrement, les systèmes de gestion de base de données nous offrent okay, des solutions aux problématiques suivantes. Donc, ça nous permet d'avoir un système central à la place d'avoir de la duplication de données dans différents endroits. Okay, c'est bien le fun d'avoir un fichier Excel, mais quand tu as un fichier Excel de clients, mais que tu as tes 3 vendeurs qui ont 3 fichiers Excel de clients différents, puis des fois ils ont le même client, mais pas la même adresse, qu'est-ce qui arrive quand tu essaies de les consolider? Oh shit, j'ai des conflits de données. Donc, on va essayer d'éviter en ayant une source de vérité qui va être le système de gestion de base de données, que je vais utiliser le mot juste base de données à la place dans le futur. On va s'éviter les données. Puis, ça va être aussi le principe que quand j'ai besoin de travailler sur des mises à jour, quand j'ai besoin de faire des modifications, quand j'ai besoin de faire des ajouts, puisque ça va être un système centralisé, ça va me permettre de faire ces modifications-là beaucoup plus facilement, rapidement, habilement, en évitant la duplication et le conflit de données. Puis, c'est pas juste nécessairement dans des données contradictoires, mais ça peut aussi être dans des données invalides. Donc, une base de données pourrait dire « Hey, si tu es en train de rentrer l'âge de quelqu'un, puis que tu dépasses, mettons, 200, parce que, tu sais, mettons qu'on se pallie dans le futur, là, ça devrait juste pas l'accepter. Dans Excel, on n'est pas capable de faire ça de manière facile et conviviale. Avec les systèmes de gestion de base de données, les SGBD, là, ça va être pas mal plus facile. Les bases de données sont habituellement des systèmes centralisés, donc que plusieurs personnes se connectent en même temps pour être capable d'avoir une source de vérité, puis que tout le monde est capable de soit modifier, consulter au besoin la même information en même temps sans avoir de problématique. Fait que ça, c'est ça le principe fondamental d'une base de données. C'est un endroit où c'est que je peux stocker des données de manière permanente, qui est habituellement une application qui va rouler sur un serveur ou dans le background d'un ordinateur, auquel on peut se fier pour sauvegarder, centraliser, valider, puis être capable d'avoir un accès à toutes les données en même temps. Il existe différents types de solutions pour des bases de données. Donc, on va aller voir qu'on les classifie en 2 catégories. Okay, donc, il y a une première catégorie qui va être les bases de données relationnelles ou qu'on dit les bases de données SQL. On va voir que SQL, c'est le langage qui est utilisé pour les bases de données relationnelles. Puis, il va y avoir le NoSQL. Le principe ici, c'est pas qu'il en existe juste 2 familles. C'est le principe que les bases de données relationnelles, les bases de données SQL, sont... c'est la plus prévalente. Okay? Donc, quand on utilise une base de données ou quand on pense à vouloir utiliser une base de données ou quand on commence à concevoir quelque chose qui a besoin d'une base de données, 80 à 90% du temps, on va se retrouver avec une base de données relationnelle. Fait que ça fait en sorte que toutes les autres, même s'il en existe plusieurs autres types, ils se sont toutes faites regrouper sous le même chapeau, sous le même un seul terme qui catégorise tout ensemble. On va aller voir qu'il y a une sous-catégorisation à l'intérieur de ça, mais nous autres, à l'intérieur du cours, on va majoritairement travailler, surtout dans la première partie du cours, là, avec des bases de données relationnelles. Donc, qu'est-ce que ça implique des bases de données relationnelles? Ça va être le principe d'avoir un concept de table. Donc, le principe d'une table, c'est un peu comme un document Excel, là. Donc,
on a le principe de lignes et de colonnes d'informations, hein, donc comme dans les cellules d'Excel. Puis le principe, c'est qu'à l'intérieur d'une table, je vais avoir plusieurs colonnes de différentes informations, le nom, l'adresse, l'âge, le numéro de téléphone. Puis là, après ça, je vais avoir différentes lignes. Puis sur chacune des lignes, c'est ce qu'on appelle un enregistrement. Bien, ça va être l'information, mettons, d'un client ou d'un utilisateur ou d'un employé. Puis, le principe des bases de données relationnelles, c'est qu'on va être capable d'avoir plusieurs différentes tables pour différents contextes. Donc, admettons, j'ai ma table client, puis je vais avoir ma table achat. Puis, dans une table, je vais être capable d'avoir une association avec une information d'une autre table. Donc, admettons que dans mon client, OK, j'ai mon client, c'est un client numéro 1, c'est Bob Lobla. Bien, quand je vais avoir de l'autre bord la base de données d'achat, bien, je vais pouvoir dire l'achat a été fait par tel client, le client 1. Puis là, ça va me permettre de relier les informations sans avoir à les dupliquer à différents endroits. Donc, quand on regarde une table, mettons ici, on va aller chercher une image rapide. Donc, on a une table où on va avoir différentes colonnes. Puis, dans chacune des colonnes, avec chacune des colonnes, on va avoir différentes lignes. Puis, dans chacune des lignes, on va avoir des informations qui vont être les données de notre problématique. Donc, on va aller regarder c'est quoi les différents termes plus tard. Là, c'est juste le principe généralisé de c'est quoi une base de données relationnelle. Donc, avec ce principe-là, pour être capable de nous travailler avec des bases de données relationnelles, c'est des colonnes, des lignes, des informations. On n'a pas accès à ça directement. Okay? Donc, on ne peut pas comme l'ouvrir comme un fichier Excel. Ce qu'on va être capable de faire, ça va être d'interfacer avec l'application, le système de gestion de base de données, puis on va pouvoir y faire des requêtes. Okay? Donc, on va pouvoir écrire du code là, okay, qui va permettre de créer une table, qui va me permettre d'insérer un nouvel enregistrement, qui va me permettre de me demander c'est quoi la moyenne de toutes les valeurs dans cette colonne-là. Donc, pour être capable de faire des requêtes, il va falloir que j'aille un langage qui dit comment est-ce que je fais pour écrire la requête, c'est quoi les mots, dans quel ordre, c'est quoi les options que j'ai. Donc, pour être capable de travailler avec des bases de données relationnelles, on a eu un langage qui a été créé, puis c'est ça qu'on appelle le SQL, okay? Ou en anglais, ils appellent ça le SQL, okay? Le Structured Query Language. Donc, ce langage-là, ça va être notre manière d'interfacer avec une base de données relationnelle. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir des bases de données relationnelles? C'est que c'est une antiquité dans le monde de l'informatique. Okay? Dans le sens que des technologies en informatique, ça n'a pas long feu. Okay? Donc, quelque chose qui... Ça fait 5 ans que ça existe là, habituellement, là, ça commence à être désuet. Puis si ça fait 10 ans, c'est que c'est certain qu'il faut le remplacer ou il y a certainement quelque chose de meilleur qui est sorti depuis ce temps-là. Le SQL et les bases de données relationnelles, ça fait 40 ans que ça existe en informatique. Okay? Ça a été créé pas mal au début de comment ça allait fonctionner. Puis, c'est un peu un gage de son utilité puis de sa robustesse à travers le temps. Là. Okay? Donc, ça a été bien pensé initialement. Puis, il y a certainement un effet de momentum, là, où c'est que quand on a commencé à avoir des données, on a utilisé l'SQL parce que c'est juste ça qu'on avait. Puis là, avec le temps, tu ne vas pas commencer à modifier puis d'utiliser un autre système quand tu en as déjà un qui fonctionne. Fait qu'il y a comme l'effet de boule de neige que plus que tout le monde utilise ça, ça marche encore assez bien que tout le monde va continuer à l'utiliser pendant plusieurs autres décennies. On a d'autres types de bases de données. Donc, on a parlé du NoSQL. Donc, il existe d'autres familles de bases de données. Donc, comme j'ai dit, c'est un terme chapeau là, qui englobe comme tout le monde. Mais à l'intérieur de ça, il existe plusieurs sous-familles à l'intérieur du NoSQL. Donc, on va aller les voir à l'intérieur du cours, particulièrement
les bases de données à type de documents. Okay? Mais il existe des bases de données à clé-valeur par graphe, des colonnes familles. Donc, on va aller les regarder. Là. Mais, puis, entre eux autres, c'est complètement différent. Là. Donc, c'est fait vraiment d'une manière qui n'ont pas de lien entre eux autres que sont pas purement du SQL. C'est vraiment leur seule caractéristique principale. On va voir qu'il y a d'autres sous-caractéristiques possibles. On verra ça dans les cours qui parlent de ça un petit peu plus tard. Super. J'ai une question. Oui, j'ai une question d'Adèle. Ouais. Est-ce que c'est ce type de base de données comme documents, clés valeurs et tout ça, est-ce qu'on peut traiter les données qui se trouvent dedans? Oui. Donc, le principe, c'est toutes des bases de données. Donc, le principe, c'est qu'on peut tous y insérer des données, on va pouvoir transformer les données, on va pouvoir faire des requêtes, de l'analyse sur les différentes données. C'est la manière dont les données sont gérées à l'intérieur, puis la manière que les données peuvent être interfacées qui sont différentes. Donc, dans une affaire par graphe, le principe, c'est qu'il n'y a pas de table, ou c'est qu'il y a des lignes puis des colonnes. Là. Okay? Ça ne marche pas de même. C'est une autre manière de représenter les informations puis d'être capable de les relier ensemble. Donc, c'est un autre paradigme de pensée pour être capable de les utiliser correctement. Pourquoi est-ce que les bases de données relationnelles marchent beaucoup? C'est parce que c'est une manière qui est très visuellement facile à catcher. Je vous ai montré l'image tantôt, puis tu étais comme « Ah ben oui, c'est certain que c'est comme ça. » Mais non, c'est pas certain. Il y en existe d'autres pour d'autres problématiques plus spécifiques. Mais effectivement, c'est pas pour rien que le SQL et les bases de données relationnelles sont le de facto. C'est parce que quand on travaille avec Excel, on le comprend tout de suite. C'est une manière très humaine de représenter l'information. Merci beaucoup. Pas de problème. Fait que ça fait le tour de notre introduction à la science des données, au principe de base de données généralisée. On va avoir un troisième sujet principal qui va être la présentation des types puis de comment les données sont gérées à l'intérieur d'un ordinateur. Mais avant de faire ça, on va prendre une autre petite pause, encore une fois de 10 minutes. Donc, on reviendrait à 19h50 pour reprendre notre dernière partie de cours. À tout de suite, tout le monde. Donc, on a vu c'était quoi le principe de la science des données. On a vu le principe de base de données. Il y a un mot connexe aux deux, c'est le principe de données, du data en anglais. Donc, c'est un élément fondamental qui va toujours être présent à l'intérieur du cours. Donc, je veux prendre notre dernier moment aujourd'hui pour être capable de un peu bien comprendre comment est-ce qu'un ordinateur est capable de gérer des données, puis comment est-ce qu'il est capable de sauvegarder ces informations-là à sa forme la plus simple ou à sa forme la plus basique, sa forme la plus pure. Parce que l'utilisation des bonnes données au bon moment est une caractéristique importante d'une bonne utilisation des méthodes de la science des données. Là. Puis on va voir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser ces bonnes formes-là quand on va travailler avec des données. Fait que le principe fondamental, c'est qu'un ordinateur, c'est pas une boîte magique qui est capable de faire n'importe quoi. C'est très, très, très précis, c'est très, très, très minutieux. Puis, à son élément le plus fondamental, l'ordinateur est un amalgame de transistors. Invention qui a changé l'humanité pour toujours. Ici, le transistor, quand nous, on veut l'utiliser pour conserver des données, donc ça a plusieurs caractéristiques, c'est ça qui nous permet de faire des calculs, plein de choses. Je n'irai pas dans ces détails-là. Mais qu'est-ce qui est possible? C'est d'avoir ça comme étant un interrupteur. Donc, quelque chose qui est à on ou à off. Donc, le principe, c'est que si j'ai plusieurs interrupteurs un à côté de l'autre, je vais être capable de trouver différentes informations
ou en tout cas sauvegarder quelque chose. Hein? C'est comme si j'avais en arrière sur mon mur là, un paquet de switches à on et à off, puis je peux les utiliser pour sauvegarder quelque chose. Quand on veut sauvegarder des données, il va falloir être capable d'avoir des représentations des dites données. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que si j'ai juste des interrupteurs qui sont à on et à off, puis que je veux sauvegarder du texte, que je veux sauvegarder une image, que je veux sauvegarder une valeur numérique, bien, il va falloir que je fasse des astuces. Il va falloir que j'aille des techniques pour être capable de bien présenter ça, ou en tout cas d'être capable de sauvegarder ça dans l'ordinateur. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui dans notre dernière partie de cours. Comment est-ce qu'un ordinateur est capable de sauvegarder différentes formes de données? Hein, que ce soit une valeur numérique, 37, que ce soit une valeur textuelle, allô tout le monde, ou que ce soit une image. Le principe d'avoir différentes formes, hein, ça va être en fait sauvegardé sous différentes méthodes, sous différents types de données. Donc, quand on parle de type en informatique, quand on parle de type de données, c'est en fait la manière qui est utilisée pour sauvegarder la dite donnée, puis qui va donc aussi répondre de c'est quoi la donnée possible qui est capable d'être sauvegardée dans cet espace-là, là, dans l'ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur avec plein de transistors. Fait que, on va aller regarder c'est quoi les différents... Pardon, OK. On prend un petit peu d'eau. Les différentes possibilités derrière ça. Donc, premièrement, si on a des interrupteurs qui se mettent à on ou à off, la chose la plus facile que je peux faire, c'est d'avoir une information qu'on dit binaire. Donc, quand on parle d'information binaire en informatique, hein, bi, c'est un binôme, il y en a deux. Donc, il y a deux valeurs possibles. Habituellement, on représente ces deux valeurs-là par un 0 ou par un 1. Okay? Donc, si je veux compter en binaire, je peux faire ça comme si je comptais en décimale. On va le voir un petit peu tantôt, qu'est-ce que ça implique. Là. Mais le principe, c'est que je peux en prendre plusieurs transistors, puis avoir plusieurs 0 puis 1 à côté de l'autre, puis les sauvegarder ensemble. Avec ces interrupteurs-là, avec juste on ou off, un autre type de données qui est possible de sauvegarder directement, c'est une valeur qu'on dit booléenne. Donc, souvent en informatique, on va avoir une information qu'on dit logique qui va avoir deux valeurs possibles. Vrai ou faux. Hein? C'est comme les deux valeurs possibles quand on parle de logique booléenne. En passant, le booléen, c'est parce que c'est l'algèbre de boole, c'est le nom du gars, c'est B-O-O-L, c'était ça son nom de famille. Il a trouvé quelque chose, fait qu'il a stampé son nom dans l'histoire de l'informatique pour toujours, puis on a maintenant de l'algèbre booléenne. Donc, le principe de valeur booléenne, c'est quelque chose qui est juste vrai ou faux. Puis, puisqu'on a un transistor, hein, une switch qui est juste à on ou à off, on est capable de le fixer. Ben, quand c'est à on, c'est vrai, c'est considéré comme vrai. Puis quand c'est à off, c'est considéré comme faux. Puis on est capable de sauvegarder cette information-là directement. Fait qu'on est capable de sauvegarder des 0 puis des 1. On est capable de sauvegarder des vrais ou faux. Mais derrière, hein, on sait que c'est des transistors. Fait que c'est sauvegardé avec le on ou off. Puis moi, je sais que quand c'est à off, ça serait 0. Puis quand c'est à on, c'est 1 ou des choses comme ça. Mais c'est l'ordi qui fait comme cette traduction-là. OK? Si on veut sauvegarder quelque chose d'un petit peu plus corsé, OK? Admettons une valeur numérique. Admettons que je veux sauvegarder la valeur 8 hein, pour être capable de faire des additions avec. Sauvegarder ça quelque part, c'est le nombre d'achats que j'ai réussi à faire aujourd'hui. OK? Donc, je vais être capable de sauvegarder cette valeur-là. Comment est-ce que je vais réussir à faire ça? Ben, le principe, c'est que je vais pouvoir utiliser plusieurs transistors, hein, puis utiliser la représentation binaire de ces transistors-là pour être capable d'avoir un équivalent de valeur numérique, comme on va dire normale pour l'instant. Fait que pour être capable de faire des équivalences, il va falloir savoir un peu comment compter. OK? Puis là, ça sonne simple de savoir comment compter, hein? Donc, si je te demande de compter, tu vas me dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et ainsi de suite. Le principe est là. Par contre, il y a un élément intéressant, okay, que peut-être qu'on n'est pas très conscient de ça, c'est le fait que quand on compte,
hein, on a une base qui dit qu'on a un certain nombre d'unités avant de changer d'ordre. Hein. Nous autres, on passe aux dizaines, là, hein, puis on a 10 unités avant de passer aux dizaines. Puis cette décision-là, là, d'avoir 10 unités, d'avoir une base 10, c'est une décision qui est complètement arbitraire. Okay? Il n'y a pas de bonne raison pourquoi est-ce qu'on utilise 10. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons sociales, mais il n'y a pas de raison logique. Okay? En fait, si on veut être un peu pédant dans l'histoire, on aurait vraiment dû prendre 12, ça marcherait pas mal mieux pour nos mathématiques, mais on a décidé de 10. Okay? On ne sait pas trop pourquoi, il y a certaines, on pourrait dire que on a 10 appendices, fait que on a pensé que c'était un bon nombre, mais ça a été, puis il y a d'autres sociétés initialement qui étaient sur d'autres bases, on est allé à 10. Fait que quand nous autres on compte, on dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis après ça, rendu à une fois qu'on a fait nos 10, on recommence, puis on change d'ordre. Hein? L'autre ordre, une addition, puis on 12, 13, 14, 15. Fait que si c'est complètement arbitraire, ça veut dire que je peux le faire avec d'autres bases. Hein? Je ne suis pas obligé d'utiliser 10. Fait que qu'est-ce qui arrive si j'utilise les transistors, hein, qui sont à on ou à off, en binaire qui sont 0 ou 1, qui a juste 2 états possibles, puis que je décide de compter en binaire, hein, que je décide de compter avec juste une base 2. Fait que le principe reste le même, je compte 0, 1, j'ai fait le tour, et qu'est-ce que je fais? Je recommence le décompte, puis je change d'ordre. Puis là, je continue à compter sur cette même ordre-là. Fait que là, ici, je ne dirais pas que c'est 10, par exemple, hein, parce que là, on va se confondre. On va dire 1, 0. On continue à compter, ça donne 1, 1. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai compté mes 2. Fait que là, je recommence. Puis là, je change ici aussi, mais là, lui est déjà ici aussi fini. Fait que c'est, tu sais, on prend l'autre ordre encore une fois, là, tu sais. Mais on peut voir ici qu'on peut compter en binaire, là. Hein? Fait que c'est 0, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Fait que là, si on se demande c'est quoi qui serait après ça, là, hein, ben ça va être 1, 0, 0, 0. Hein, encore une fois, parce que là, on change, ça saute, ça s'en va au prochain, ça s'en va au prochain, puis là, ça s'en va à le 4e ordre, hein, qui fait en sorte qu'on a 1, 0, 0, 0. Mais on peut compter avec du binaire. Fait que quand, dans un ordinateur, on veut sauvegarder une valeur numérique, hein, je veux sauvegarder le 5. Lui, ce qu'il va sauvegarder, c'est pas 5. Hein, parce que la seule chose qu'il peut utiliser pour sauvegarder, c'est avec des transistors. Puis les transistors, c'est juste on ou off, c'est juste 0 ou 1. Fait que lui, quand moi, je veux sauvegarder 5, lui, il va automatiquement faire les manipulations nécessaires pour sauvegarder, en fait, 1, 0, 1 dans l'ordinateur. Puis quand il va aller chercher cette information-là, il va me faire réapparaître. Puis lui, il sait que moi, j'aime mieux voir 5, là. OK? Fait que lui, il va faire la conversion automatique. Mais pour lui, c'est ça qui a été sauvegardé physiquement là, sur l'ordinateur. On a un autre élément qui est qu'on va aussi possiblement voir quand on travaille avec des données, là, particulièrement quand on travaille avec le principe de différentes représentations en différentes bases. Donc oui, OK, on a le décimal, selon on est habitué. Là, on vient de parler du binaire, on est pas mal, on peut comprendre assez rapidement comment ça fonctionne. Mais il y a une problématique au binaire, c'est que c'est très peu convivial pour des êtres humains de lire ça. Okay? Premièrement parce que quand on fait la conversion, ça devient très rapidement beaucoup plus long en longueur. Là, hein? Si j'essaye de représenter 147 en binaire, c'est 9 symboles plutôt que juste 3. Fait que c'est pas super convivial. Puis d'avoir un paquet de 0 puis de 1 aussi, l'être humain, l'œil, il est vraiment pas fait pour être capable de comme distinguer. OK, ben là j'ai 5 0, puis là j'ai 3 1, puis d'avoir ce calcul mental-là. L'autre problématique, c'est que ça ne fit pas du tout entre les deux. Là. Le 10, là, c'est
dans le milieu 1, 0, 1, 0 de comme le binaire. Fait qu'il n'y a pas comme de conversion facile entre les deux. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de développer, puis de commencer à utiliser aussi une troisième représentation, une troisième base possible pour être capable de vivre un petit peu plus convivialement avec les problématiques inhérentes d'avoir des transistors qui doivent calculer en binaire. Fait que souvent, ce que vous allez voir, c'est de l'hexadécimal. Hein? Fait que le décimal, c'est par 10, le binaire, c'est par 2, le hexadécimal, c'est par 16. Donc, le principe, c'est qu'il y a 16 unités avant de changer d'ordre. Fait que quand tu comptes en hexadécimal, tu fais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, malheureusement, on n'a plus de symbole pour être capable d'avoir d'autres unités, d'autres valeurs. Fait qu'on s'est dit, pas de problème, on a une autre série de symboles. Fait que ce qu'on va faire, c'est après 9, on va utiliser des lettres. Fait qu'on a A, B, C, D, E, F pour se rendre jusqu'à 16. Puis, il n'y a pas d'autres lettres. Fait qu'en hexadécimal, il n'y a pas de G, il n'y a pas de X. C'est juste A, B, C, D, E, F. C'est les seuls qui sont disponibles. Puis, une fois qu'on a passé à travers tous les symboles, ben, on recommence, on change d'ordre, puis on a ici une représentation qui prend en fait moins d'espace que le décimal. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le 16 le 15, la dernière valeur, est une représentation de 1, 1, 1, 1. Fait que chaque symbole en hexadécimal vaut 4 symboles en binaire, okay, qu'on appelle en fait des bits en binaire. J'ai une question de Jean-Marc. Ah oui, excusez-moi, vous avez dit décimal par 10, non par 16, après ça, binaire par combien? Donc, décimal, c'est une base 10. OK. Okay, le deck de décimal, c'est pour Parfait. 10. Le binaire, c'est en base 2. Hein, il y a 2 éléments avant qu'on change d'ordre. Puis l'hexadécimal, qui est un seul mot, c'est une base 16. Merci beaucoup. Excellent. Fait que, avec ça, on est capable de comprendre que l'ordinateur est capable de sauvegarder des valeurs numériques. Hein? Donc, si je veux sauvegarder 2548, c'est pas un problème. On a une conversion possible en binaire, puis il est capable de sauvegarder ça. On a une autre problématique, par exemple, quand on veut sauvegarder des valeurs. Là, premièrement, c'est des valeurs entières. Hein? Puis, c'est des valeurs positives. Hein? Parce que qu'est-ce qui arrive si je veux sauvegarder moins 5? Je ne peux pas mettre un moins dans l'ordinateur. J'ai juste des 0 et des 1. J'ai juste des valeurs, des interrupteurs. Qu'est-ce que je peux faire quand je veux être capable d'avoir des valeurs qui sont négatives, hein, avec un signe qu'on appelle? Ben, il va falloir que j'utilise un des bits pour représenter le signe. Donc, c'est ça que je dis quand on va avoir des astuces, c'est que je vais décider que celui-là, habituellement, c'est le plus significatif, celui-là qui est à gauche, va être utilisé pour représenter, mettons, un signe négatif. Fait que dans ce cas-là, mettons ici que ça soit 1, 0, 1, là, je dis que celui qui est à gauche représente le signe. Fait qu'en fait, ça serait la valeur 1, mais que ça serait avec un signe négatif. Fait que ça serait moins 1 à la place de 5. Hein, donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de bien voir que quand on parle de type de données, on peut avoir les mêmes informations dans l'ordinateur, mais qui vont vouloir dire des choses différentes à cause de notre interprétation de ce qu'on a besoin. J'ai une question de Sama. Attention, tu es encore muté. Oh, oui, oui. Et voilà. Vous avez parlé du décimal, Oui. du binaire et d'hexadécimal. Oui. Vous avez oublié l'octal. Ben oui, on va le revoir tantôt. Mais l'octal, il est plate parce qu'il n'est plus assez cool. Il n'est plus assez in, il n'y a plus personne qui utilise ça. Ouais. J'ai trouvé c'est dommage pour lui. Mais on va le voir par la bande tantôt. J'en ai une slide qui va parler de ça.
Fait qu'on parlait des négatifs. Donc, on disait qu'on va travailler sur notre représentation pour avoir un des valeurs binaires qu'on appelle les bits, là, juste le 1, comme ça ici, c'est 4 bits, B-I-T-S. Puis le singulier, c'est B-I-T. Donc, on a 4 bits, puis à la place de toutes les utiliser pour savoir le nombre, on prend habituellement le plus significatif pour représenter le signe. Donc ça ici, ça va changer un peu la donne, parce que dépendamment de qu'est-ce que je veux sauvegarder, hein, là ici, si je veux sauvegarder 0 ou moins 1, comment je fais pour dire que c'est moins 1? Ben là, il faudrait que j'en aie un autre qui est à gauche, là, tu sais. Je ne peux pas dire que ça, c'est juste le moins, il n'y en a pas d'autres. Fait que quand on va travailler avec des valeurs numériques, il va aussi avoir le principe que quand on veut sauvegarder une donnée, on va vouloir la sauvegarder sur un nombre de bits prédéfini. OK? Fait que même si, admettons, je veux sauvegarder 2, quand je vais le sauvegarder dans la mémoire, ça va être 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 à la fin. Hein? Donc, il va y avoir un certain nombre d'espaces prédéterminés pour que le dernier, à gauche, puisse être utilisé pour le signe. Puis aussi, en délimitant un espace prédéterminé, ça va aussi limiter la valeur maximale qu'on peut avoir. Hein? Parce que si je dis que j'ai juste 4 bits qui est utilisé, ben, je ne peux pas aller plus haut que 15. Hein? Parce que si je voulais avoir 16, 17, il faudrait que j'en aille 5. Okay? Donc, quand on travaille avec du stockage d'informations, la taille de l'information est importante parce que ça va dicter des limitations. Hein? Donc, c'est quoi la valeur maximum que je peux avoir? Puis aussi, dans l'autre extrême, on ne peut pas juste dire je vais prendre 128 bits pour chacun des nombres. Parce que si j'ai 5 milliards de nombres, ça commence à être beaucoup de données puis qu'il y a beaucoup de vide dedans. Hein? Donc, il va falloir être capable de trouver le bon type de données qui est approprié par rapport à ce qu'on veut faire. J'ai une question de Imen. Et si c'est plus que 16, comment l'ordinateur va sauvegarder? Effectivement. Donc, si on s'est limité à juste 4 bits, on ne peut pas sauvegarder quelque chose de plus de 15. Il va falloir avoir préalablement décidé qu'on va vouloir prendre plus de place pour le nombre. Okay? Donc, habituellement, là, les ordinateurs, quand on sauvegarde une donnée numérique, va utiliser 32 bits. Ou maintenant, même plus modernement, ça va être 64 bits qui vont être utilisés pour être capable de sauvegarder une donnée. 32 bits, c'est quelque chose comme genre 3 660 000 quelque chose. La majorité des problèmes rentrent là-dedans. OK. Mais effectivement, c'est à se demander. Il faut toujours se demander est-ce que ça va être correct? Si oui, c'est bien, mais sinon, on va pouvoir prendre des actions pour mitiger ces problèmes-là. Dernière chose aussi par rapport à l'utilisation des signes possiblement négatifs. Donc, j'ai dit qu'on pouvait utiliser le signe au bout là, pour savoir s'il est plus ou moins. La manière technique de le faire est un petit peu plus compliquée que ça là, pour des raisons, pour être capable de faire facilement de l'arithmétique, des additions, des soustractions avec les valeurs. C'est pas quelque chose que je vais rentrer dans les détails, c'est pas nécessaire. Quand vous allez faire, encore une fois, votre prochain diplôme en sciences de l'informatique, là, vous allez faire des cours où vous allez avoir ça dans des examens. Mais si vous êtes curieux pour l'instant, j'ai laissé un petit lien sur l'article Wikipédia là, qui explique comment est-ce que ça fonctionne, la vraie version de comment est-ce qu'on gère les nombres négatifs dans un ordinateur. Fait que là, on a des valeurs numériques, on a des valeurs négatives, mais on se limite à des valeurs entières. Hein? On n'a pas de fraction en ce moment. Qu'est-ce qui arrive si je veux avoir une fraction? Hein? Si je veux avoir 14.542. Je ne peux pas sauvegarder ça directement comme ça, là, parce que j'ai juste des 0 et des 1, là, je peux voir que je peux compter, mais comment je fais pour compter à 14.542? Ça marche plus ou moins. Là. Fait que il va y avoir une méthode spécifique pour être capable de travailler avec les fractions.
Donc, le principe, on a une petite visualisation pour être capable de voir comment ça fonctionne. Donc, le principe de la visualisation, c'est d'être capable d'avoir la valeur. Attends, on va mettre ça ici, juste pour le voir. Comme ça. Ici. Donc, le principe de la visualisation, c'est d'être capable de prendre cette valeur-là. Puis, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va essayer de trouver ou de sauvegarder ce nombre-là. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre sous une... il va le mettre sous une version d'un nombre scientifique. OK? Fait que ça va utiliser des fractions, OK, à la place d'avoir une valeur numérique, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de valeurs possibles. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'à la place d'avoir, tu sais, le 12 point tatata quelque chose, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tasser cet élément-là, puis ça va changer une partie qui va être l'exposant. Fait qu'il y a un fois 2 à la quelque chose, tu sais, qui va comme faire déplacer la virgule au bon endroit avec le résultat. Donc, le but de tout ça, ici, on a comme un exemple, puis on n'ira pas dans les détails de comment ça fonctionne spécifiquement, ce n'est pas des choses qui sont extrêmement pertinentes, là. Mais le principe, c'est qu'on peut voir qu'on a des valeurs binaires, des 0 puis des 1. Puis cette série de 0 puis 1 là est séparée en 3 sections. On a une section qui est l'exposant, qui va dire ben, plus l'exposant augmente, plus on est haut. Puis plus l'exposant descend, plus la fraction s'en va de plus en plus loin. Fait que ça gère comme si j'ai 0.000000000, puis là je commence à avoir des chiffres, ben c'est facile à calculer le nombre de zéros. T'sais. Puis après ça, la partie qu'on dit significative, lui, ce que ça va être, ça va être une série d'éléments. Puis là, attends, je vais mettre ça ici. Je ne vais pas mettre celle-là, je vais mettre celle-là. Celle-là qui est plus facile, celle-là est plus facile. Parfait. Ouais, je vais avoir une question d'Antoine. Je vais mettre ça ici. 10, 45, 54, 63, 72. Et alors? Oui. Oui, je ne sais pas, il y a une partie que peut-être vous avez oubliée, c'est le signe. Le signe, c'est aussi important. Oui, c'est ça, le signe qui est le même que tantôt. Oui, c'est le signe exposant et signifiant. Donc, c'est juste je voulais mentionner ça, parce que le signe aussi, c'est important. Merci. Parfait. Donc, ici, le principe, c'est on va avoir, quand on a les différentes parties significatives, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça va être des fractions. Okay? Donc, 2 à la moins 1, c'est 1 sur 2. 2 à la moins 2, c'est 1 sur 4. 2 à la moins 3, c'est 1 sur 8. Puis le principe, c'est qu'on peut rajouter des fractions au fur et à mesure pour avoir exactement le chiffre qu'on a besoin. OK? Donc, le principe des nombres fractionnaires, c'est que ça va être un amalgame de différentes fractions. C'est ça qu'on a utilisé comme système qui nous permet de représenter le plus d'informations possible dans une quantité d'informations la plus compacte possible. Parce qu'on ne veut pas augmenter pour rien le nombre de bits qu'on a besoin d'utiliser pour représenter le plus de variations possibles. Il existe par contre une défaillance par rapport à ça. Parce que le principe, c'est que autant que je peux mettre des parties de différentes valeurs, je ne pourrais pas avoir tous les nombres qui vont être représentés avec cette formule-là. Il va y avoir des problèmes au niveau de la précision possible des nombres.
Donc, le principe ici, c'est qu'on a un petit graphique, là. Puis, ce graphique-là représente, OK, donc on a ici dans le milieu le 0, on a l'infini positif, on a l'infini négatif d'un bord. Puis, on a des tranches vertes, là, pour tous les nombres qui sont représentés, tous les nombres qui sont possiblement représentables avec la méthode qu'on a utilisée pour les points flottants. Puis on peut voir que tant que tu es proche de 0, ça va bien, là. Mais on voit que plus tu t'en vas vers l'infini positif ou l'infini négatif, plus il va y avoir des éléments que tu ne peux pas représenter avec cette formule-là, avec cette manière-là de faire. Si on regarde de manière plus spécifique, là, OK, on fait un zoom sur des parties de cette grande échelle-là. Là. Admettons que je commence ici, là, puis je suis à 8 millions quelque chose. OK, 8 millions 388, blablabla. Je peux voir que chacune des valeurs, 8 millions 300, 609, 8 millions, blablabla, 8 millions 611, 612, c'est toutes des lignes vertes, là. Je peux toutes les représenter. Mais mettons, quand j'arrive un petit peu plus haut, OK, je m'en vais encore plus loin, je m'en vais à 16 millions. Hein? Puis mettons, j'ai 777 216. La prochaine valeur que je peux utiliser avec mes fractions, c'est le 218. Je skip le 217. Fait que si j'ai besoin de représenter une fraction, que c'est ça la précision ou c'est ça la valeur à l'intérieur de la fraction, je ne suis pas capable de le représenter avec ma méthode. Ça veut dire que l'ordinateur va falloir qu'il fasse un choix à ce moment-là. Il va prendre celle-là d'avant ou il va prendre celle-là d'après. Mais ça ne sera pas jamais celle-là. Puis plus tu tombes avec des nombres qui sont grands, plus tu vas devoir skipper des valeurs. Fait que si on a un autre exemple encore plus loin, à 33, OK, 544 432, ben là, on en a 3 différents qui n'est pas capable de représenter avant d'en avoir un autre qui est capable de représenter. Fait que là, si tu tombes sur n'importe quelle de ces valeurs-là, il ne sera pas capable de prendre cette valeur-là. Il va prendre la valeur qui est habituellement la plus proche des deux. Ce que ça implique, ça implique que quand on travaille avec des valeurs fractionnaires, on ne peut pas garantir la précision la plus fine de ces valeurs-là. J'ai une question de Adèle. Oui, monsieur, je ne veux pas être perdu. Ouais. Vous voulez dire quoi qu'il ne peut pas la représenter? Cela veut dire quoi exactement réellement? Ça veut dire que quand j'essaye de sauvegarder le 16 777 219, là, puis que je rentre ça dans l'ordi, lui, quand il va essayer d'aller faire ça ici, il n'y a pas de combinaison de 0 puis de 1 qui est capable d'arriver à cette valeur-là. C'est impossible. Il est capable d'arriver à cette valeur-là, ou il est capable d'arriver à faire cette valeur-là, mais pas celle-là. Là, par exemple, sur ma calculatrice, quand je veux faire une fraction ou peu importe quelle opération que je veux faire, la calculatrice ne me sort jamais ce chiffre-là. C'est ça ce que vous voulez dire? Exactement. Donc, okay. le principe, c'est que tu le marques, mais derrière, il ne sauvegarde pas correctement. Là. Il ne prend pas cette valeur-là. C'est pas pour... c'est juste pour des valeurs qui ont... On commence à travailler avec ça là, quand on a une fraction, hein, parce que là, ici, là, on monte juste des nombres entiers, là, mais c'est quand on utilise dans le mode fractionnaire. Puis qu'on a ici, si on regarde, 8 chiffres significatifs. Quand on commence à avoir 8 chiffres significatifs, il y a un chiffre sur 2 qui n'est pas capable. Puis après ça, quand on est rendu encore un petit peu plus loin dans le 8 chiffres significatifs, c'est 3 valeurs sur 4 qui n'est pas capable. Et plus on avance, plus c'est étalé, tu sais. D'accord. C'est quand on travaille avec des valeurs où c'est qu'on a un très grand... Quand on a des valeurs fractionnaires qui ont un très grand nombre de chiffres significatifs, les derniers chiffres, les moins significatifs, on ne peut pas être garanti que ça va être des valeurs qui vont être sauvegardées correctement. Dans 99% de nos problèmes, ça ne sera pas une vraie problématique. Okay? Parce que si on arrondit de 0.001 habituellement, là, dans la majorité des problèmes, c'est pas grave. Là. Mais quand on a besoin de cette précision-là, il faut être conscient des limitations de l'ordinateur pour ne pas se faire avoir.
OK? Un exemple typique, c'est dans la majorité des langages de programmation, surtout ceux qui sont très proches de la machine puis de la gestion pure des données. Si tu lui demandes de faire 1/3 plus 1/3 plus 1/3, il va habituellement te donner une réponse comme 0.999999999999998. Parce que, premièrement, il n'est pas capable de comprendre le périodique. Puis non seulement ça, mais le point 999, il n'est pas capable d'avoir le dernier 9. Fait qu'habituellement, ça tombe genre à 0.6, tu sais. Donc, dans ces différents éléments-là, il faut être très conscient des limitations. On a aussi, quand on travaille, donc ici, on donne un exemple, là, comme l'assembleur où on fait les langages de bas niveau. Python, il est un petit peu plus fancy que ça, là, fait qu'on va voir qu'il est un petit peu plus gentil. Fait que ça ici, c'est le principe de données numériques. Hein, on a vu le principe de valeur entière, on a vu le principe de valeur fractionnaire. On a maintenant les données numériques qui peuvent être sauvegardées dans un ordinateur. On va aussi avoir les données textuelles. Hein, donc, je veux avoir mon nom qui est sauvegardé quelque part. Comment est-ce que je fais pour sauvegarder ça quand j'ai juste des éléments, des transistors, hein, on ou off? Comment je fais pour sauvegarder du texte? En fait, la méthode n'est pas si sorcière que ça, parce que je l'ai développée moi-même 1 an avant que je commence à programmer, en 3e année du primaire. Je vous mets dans un contexte. On n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là, ok? C'était il y a de longues années. Fallait que je parle avec mon meilleur ami, hein, qui avait évidemment été mis à l'autre bout de la classe, parce qu'on se parlait trop. Évidemment, on n'allait pas arrêter de se parler pour ça, fait qu'on se passait des notes dans la classe de comment battre Super Mario Bros 3 au Nintendo. Puis, pour essayer de nous arrêter, l'enseignante, la professeure essayait de prendre les petits morceaux qui se trimballaient dans la classe entre les étudiants et, de manière honteuse, essayer de lire à l'avant de la classe ces messages pour essayer de nous faire arrêter. Bon, évidemment, on n'allait pas arrêter encore. Puis, j'étais très avant-coureur. La vie privée, pour moi, c'était quelque chose de vraiment important. Fait que c'est important de continuer de communiquer, mais que, même si le message est intercepté, que l'information ne soit pas divulguée. Okay? Parce que c'est pas n'importe qui peut savoir comment battre le 4e niveau du 2e monde de Super Mario Bros 3. Fait que je peux pas directement écrire une lettre. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? À la place d'écrire une lettre, j'ai dit, ben, le A, ça va être 1. Puis le B, ça va être 2. Puis le C, ça va être 3. Hein? Et ainsi de suite, de 1 à 26. Puis j'ai donc pu prendre le message, l'écrire sous une autre forme, puis passer ça à travers la classe où ça a été intercepté. Puis là, évidemment, du haut de ses 35 ans d'expérience, ma professeure avait sûrement jamais vu ça. Ou plutôt qu'avec ses 35 ans d'expérience, elle prenait sa retraite cet été-là, fait qu'elle s'en foutait un petit peu, mais quoi qu'il advienne, ça a été réussi, ok? Je n'ai pas eu de message qui a été divulgué durant la classe, durant le restant de mon année. J'ai aussi eu de la retenue à cause de ça, mais ça, c'est un autre sujet. Mais le principe, c'est que j'ai développé une méthode d'encodage. Hein? Donc, j'ai codifié des symboles, des lettres, dans un autre système de stockage de données, qui était des valeurs numériques. Hein? À la place de A, c'était 1, B, c'était 2, C, c'était 3. Mais là, des valeurs numériques, on est capable de sauvegarder ça dans des ordinateurs. On vient de voir qu'on peut utiliser le binaire pour être capable de stocker des éléments numériques. Donc, si on veut sauvegarder des éléments textuels, la seule chose qu'on va devoir avoir à gérer, c'est une grille d'encodage. Donc, d'être capable de prendre un symbole, une lettre, puis d'être capable d'avoir une valeur numérique qui est associée à cette lettre-là. Donc, il existe, okay, dans tous les ordinateurs, une grille d'encodage qui nous permet de prendre des symboles puis d'être capable d'avoir une version numérique de ce symbole-là. Puis cette grille de conversion-là, c'est ce qu'on appelle la table
ASCII. Donc, la table ASCII est une table de conversion, une table d'encodage, où on a les différents caractères. Hein, fait que ici, on peut voir A, B, C, D, blablabla. Puis, on peut voir à gauche des colonnes qui représentent c'est quoi la valeur numérique que l'ordinateur enregistre quand on a ce caractère-là, ce symbole-là qu'on veut représenter. On peut voir ici, admettons ici à le I, on voit que c'est 105. Si on regarde en passant les colonnes, hein, on peut voir qu'on a le décimal, on a l'hexadécimal, puis on est comme, on sait c'est quoi maintenant, on est des pros. Mais il existe en fait une troisième colonne là, qui est un peu déchue avec le temps. Là, okay, là, c'est le mouton noir des différentes bases mathématiques. Si on regarde celui-là, hein, on a le décimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Après ça, on change l'unité. L'hexadécimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Après ça, on change d'ordre. Puis le oct, hein, ben, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis on change d'ordre. Hein, fait que l'octal, c'est en fait en base 8. Qui utilise 3 bits pour représenter. C'était comme Au début, on pensait que ça allait être de même, mais là, on était comme, ah non, c'est encore plus de nombres que le décimal, fait qu'on a switché à l'hexadécimal avec le temps. Fait que c'est un peu un vestige du passé. Parlant du vestige du passé, regardons un peu les caractéristiques de la table ASCII. Okay, des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, premièrement, si on regarde, on a les caractères en minuscules, puis on a les caractères en majuscules, qui sont des symboles différents. Fait que pour un ordinateur, quand tu sauvegardes la lettre A minuscule, puis la lettre A majuscule, c'est aussi différent que de sauvegarder A et Z. Hein, donc, ça explique quand tu essaies, admettons, d'avoir des mots de passe ou des noms de compte, que tu sais, comme la capitalisation est importante, c'est parce que pour lui, c'est des symboles qui sont complètement différents. Ils ne se connaissent pas. On a aussi l'absence de symbole. Hein, quand je veux avoir dans un message, dans une lettre, dans un courriel, un espace, le principe d'un symbole vide, c'est un symbole pareil. Hein, donc, il faut qu'il y ait un code, une codification quand même derrière. On a aussi, ici, la table ASCII, c'est quelque chose qui a été créé il y a bien des années. OK, donc attends, j'ai le lien vers l'article Wikipédia. Donne-moi un historique, là. Tiens. 1977. OK? Dans ce temps-là, là, des ordinateurs, c'était gros comme une classe. Hein? Puis en fait, un ordinateur, ça n'avait même pas un écran dans ce temps-là. Ça avait un imprimante qui était connecté. Donc, tu rentrais des commandes, là, puis là, ça imprimait le résultat sur l'imprimante. C'était même pas un écran. Fait qu'en fait, quand on a développé la table ASCII, puis là, ici, on exclut vraiment la personne qui parle. Là, je n'étais pas né dans ce temps-là. Donc, on avait des caractères de contrôle qui étaient là pour contrôler l'imprimante. Hein? Fait qu'après telle affaire, tu peux arrêter l'imprimante, tu peux changer les différents éléments. Donc, il y avait différents caractères de contrôle. Puis, quand on est arrivé avec des écrans, ben là, on avait déjà des fichiers qui utilisaient cette table-là, fait qu'on l'a juste gardé. Puis là, quand on a évolué, ça a comme fait un effet de boule de neige. Je sais que c'est encore ça qui est le de facto. Puis, ces caractères-là ne sont juste presque plus utilisés à l'intérieur de nos différents documents. Autre chose qu'on peut regarder là-dedans, c'est que c'est quand même assez limité, les caractères possibles. Okay? Comme, en tant que francophone, déjà là, je suis un peu outré là, parce que je ne peux pas souhaiter joyeux Noël à personne. Okay? Parce qu'il n'y a pas de caractère avec des accents. Puis, si je parle, mettons, une langue avec un alphabet cyrillique ou un alphabet de pays asiatique, ben là, j'ai juste aucun des symboles qui m'est disponible. Fait que c'est pas... C'est très américain-centrique là, quand ça a été développé, la table ASCII. Là. Donc, il existe des normes additionnelles. Hein? En fait, la norme courante qui nous permet de taper du texte dans la totalité des langages de l'humanité, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, okay? Parce que c'est ça qui vous permet de mettre des emojis sur votre téléphone, qui est la norme Unicode. Donc, la norme Unicode, c'est une norme qui représente les codes
hein, de tous les symboles, de toutes les langues possibles, avec toutes leurs caractéristiques possibles. Fait que d'être capable d'écrire de droite à gauche, de haut en bas, d'avoir différents symboles qui se combinent à l'intérieur d'un graphène avec, mettons, les langues arabes ou des choses comme ça, c'est toutes des choses qui sont gérées par la norme Unicode. Ce qui fait en sorte que c'est ultra complexe. Fait que nous autres, quand on va parler de codification en entité textuelle, on va se limiter à la table ASCII juste pour simplification. La majorité du temps, quand on va vouloir sauvegarder des données textuelles, ça ne sera pas juste un symbole. Hein? Ça va être une série de symboles textuels, hein? Une phrase, un mot, un courriel. Donc, on va habituellement parler de chaîne de caractères, hein, qui va être en fait une structure de données, donc plusieurs lettres une à côté de l'autre, qui vont faire une chaîne de caractères. Donc, en anglais, on appelle ça un string of characters, qui est habituellement juste simplifié, on dit un string. Donc, quand on parle d'un string, on parle d'une chaîne de caractères, donc on parle de plusieurs symboles, puis chacun des symboles, hein, on sait maintenant que dans l'ordinateur, il y a un code numérique qui est associé après, puis c'est ça qui est en fait sauvegardé. Puis quand on veut aller le rechercher, on voit le code, c'est quoi le code numérique, puis on a une table de conversion qui nous permet d'avoir le symbole qui est représenté avec cette codification-là. Dernière donnée auquel je veux jaser avec vous aujourd'hui, en fait, qui n'est pas une donnée... en fait, avant de parler de ça, il existe aussi des types non établis. Donc, quand on va parler, mettons, de je veux sauvegarder une image, ou je veux sauvegarder une vidéo, ou je veux sauvegarder n'importe quel de fichiers médiatiques, hein, des tunes, des MP3, des choses comme ça, le principe, c'est que le format n'est pas standardisé. Okay? Ou en fait, le standard n'est pas comme établi. Quand j'ai un fichier audio, j'ai plein de différentes manières de sauvegarder ce fichier audio-là, qui va être propre au logiciel, qui va être propre à l'ordinateur, qui va être propre au format spécifique. Donc, quand on a ce genre d'éléments-là, on dit juste que c'est un format binaire, hein, que c'est une suite de 0 puis de 1, puis ça va être à l'application de décider qu'est-ce que ça représente derrière, qu'est-ce que c'est utilisé. Donc, ce n'est pas des formats qui sont comme de bas niveau, là. C'est des formats qui vont être décidés par les applications spécifiques qui ne sont pas nécessairement accessibles de n'importe quel langage de programmation ou de n'importe quel système dans l'ordinateur. On va terminer avec les types de données structurées. Donc, souvent, on va vouloir avoir plusieurs données rapatriées ensemble. En fait, on vient tout juste de le voir quand je parlais des chaînes de caractères. Hein, c'est pas juste un caractère qu'on va vouloir sauvegarder, c'est une série de caractères, fait qu'un paquet de différentes données collées ensemble qui forment un tout. Donc, on va parler de données structurées quand on parle de ça. Je veux jaser avec vous de deux types de données structurées typiques. On va avoir les listes, okay, qui ont différents noms dépendamment des langages ou dépendamment de dans quel ouvrage tu es en train de lire ça. Là. Fait que ça peut être des listes, des tableaux, des arrays, des séquences, des sequences. C'est souvent des synonymes qui parlent de ça. Là. Donc, ça va être des regroupements de valeurs, habituellement de même type, qui vont être habituellement numérotés. Okay? Fait que je vais avoir une liste, puis là, j'ai la première, deuxième, troisième, quatrième valeur à l'intérieur de cette liste-là. Puis, ce paquet de données-là va être capable d'être transporté ensemble pour être capable de travailler facilement avec. Admettons, j'ai les résultats de l'examen, hein? C'est une série de valeurs numériques. Puis je veux trimballer ça pour être capable de faire la moyenne, pour être capable de l'enregistrer quelque part. Fait que c'est toutes ces données-là qui sont comme une structure de données qui sont une liste où c'est que je trimballe toutes les données en même temps d'une place à une autre dans mon programme, dans mon système, dans mes algorithmes. On a un deuxième type qui va être les enregistrements. Okay? Donc, encore une fois, dépendamment de à qui tu demandes, dans quel ouvrage, dans quel domaine, c'est des records, des tuples, des structs, c'est tout synonyme. C'est encore une fois le principe d'amalgame de données, mais là, ça va être habituellement des données qui ont des contextes ou des types différents. Donc, on parlait tantôt de quand on parlait des bases de données, on parlait de la base de données relationnelle où c'est qu'on avait une ligne d'information où c'est que j'avais
le nom, l'âge du client, son solde, la date d'inscription. Puis ça, tout ça ensemble, c'était un enregistrement. Fait que c'était un bundle d'informations que je vais pouvoir bouger en même temps dans mon application. Mais chacune des données, c'est des données de différents types. C'est juste qu'on les a regroupées comme étant dans un contexte lié ensemble. Fait qu'on va souvent aussi parler d'enregistrement quand on va parler de données structurées. Une structure, donc d'encadrer plusieurs données ensemble. Excellent. Fait que ça fait le tour des différents types de données comme fondamentales qu'on peut voir dans un ordinateur, puis particulièrement comment est-ce qu'ils vont être sauvegardés dans le dit ordinateur. Puis ça met fin à notre partie de cours magistral de la soirée. Donc, on a vu aujourd'hui le principe fondamental de c'est quoi la science des données, c'est quoi le cycle de vie qui existe à l'intérieur de ce genre de projet-là. On a identifié c'est quoi une base de données, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser ça. Puis on a fini avec les types de données, puis leur représentation à l'intérieur d'un ordinateur. Ça nous met un peu les bases pour être capable de commencer à travailler. Donc, j'ai dit que le cours se fait sur 2 tracks. Il va y avoir une track de programmation, puis il va y avoir une track de base de données, puis on va avancer puis s'entremêler à travers la session. Donc, la semaine prochaine, on va commencer notre introduction à la programmation. Donc, on va pouvoir commencer à créer des programmes qui vont résoudre des problèmes de nature numérique. Puis après ça, on va pouvoir faire la même chose pour les bases de données, entremêler, puis commencer à construire à partir de ça. Juste un petit rappel aussi, cette semaine, il n'y a pas d'atelier ni en présence. Donc, vendredi, samedi, il n'y a pas rien cette semaine. Les ateliers vont commencer la semaine prochaine. Fait que nous, on se revoit mercredi prochain. Même batteur, même bat-poste, même lien Zoom pour avoir notre deuxième cours qui va être notre cours d'introduction à l'informatique. Ça va être tout pour nous pour ce soir. Je vous souhaite un bon début, une bonne fin de soirée, puis bienvenue en INF 5111. Avant de terminer, j'ai une question de Ali. Je te vois démuter, mais je ne t'entends point. Je vais te laisser soit écrire ta question par chat ou essayer de regarder tes settings de Zoom. Pendant ce temps-là, je vais prendre la question d'Adèle. Oui, monsieur. On va trouver où l'enregistrement si on veut revisionner la Excellente séance? question. Donc, je vais rajouter un lien sur notre site de groupe, donc sur celle du groupe 30, parce que ça nous appartient, ces enregistrements-là, qui va mener vers une playlist YouTube publique. Donc, le principe, c'est que je mets la vidéo dès que j'ai fini, mais ça prend genre habituellement 40 minutes, 1 heure, traiter la vidéo pour qu'il soit disponible sur YouTube. Mais le lien devrait apparaître dans les prochaines minutes sur notre site de cours personnalisé à notre groupe cours du groupe 30 d'INF 5111 de l'hiver 2023. Merci. Excellent. As-tu réparé ton setup, Ali? On te laisse. Ah, il voulait poser la même question. Excellent. Fait que si on n'a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter. Oh, j'ai une autre question, Toussine. Ouais, vous avez dû le mentionner au début. Je voulais savoir, est-ce que les cours les mercredis, ça sera toujours en ligne? Oui, donc sauf les examens, ils Ok. vont toujours être à distance, sauf indication contraire. Mais ça ne devrait pas. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Merci Je vous beaucoup. souhaite bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Merci beaucoup, monsieur. Bonne Bye soirée. bye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bye bye. Bonne soirée, merci. Pourquoi il dit pas bye?